Good night Seattle, bonsoir à tous. Enfin bonsoir, on est 17 h, c'est l'habitude. Bienvenue dans ce podcast dédié aux Seattle Seahawks et comme à chaque émission, un invité de marque. Il m'a fait l'honneur, vraiment, il nous a fait l'honneur à même à aux membres de l'émission d'être là avec nous. Il fallait le plus grand fan français des Lions, il est là. Benjamin, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir échanger et c'est une habitude de venir échanger après une défaite, donc tout va bien. C'est cool. Benjamin Bernard, hein, de Beansport, hein, pour ceux qui. Enfin, c'est un peu étonnant de ne pas te connaître quand on suit la NFL. Oh, bah ça, après, tout le monde peut suivre aussi différemment. Il y a le League Pass, il y a l'équipe, il y a nous, donc chacun Mmh. apprécie et consomme la NFL comme il le veut. Tant que les fans de foot US en France ont de quoi faire, c'est le plus important. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, avant de revenir, donc sur le match, les matchs explosifs, hein, vraiment, n'ayons pas peur des mots. Moi, franchement, Le Pro bon, Bowl. j'étais devant mon écran, vraiment, ça m'a fait penser un peu, tu sais, au Super Bowl 52, Patriots contre les Eagles, au niveau Effectivement, des. il y avait un petit peu de ça, même si je pense quand même que les défenses de ce Super Bowl-là étaient supérieures aux défenses de dimanche au Ford Field. C'est clair, clair. C'était opération porte ouverte. Bah, écoute, avant de commencer, donc, dans le vif du sujet, comment t'es devenu vraiment fan des Lions? J'aurais voulu Je me demandais, en fait, en Bah, ça t'écoutant. a commencé quand j'étais jeune slash ado. J'étais fan de sport américain de manière générale, enfin moi, même fan de sport. Et donc je regardais beaucoup Canal à l'époque puisque bah, par Canal, il n'y avait pas grand-chose pour consommer tout ça. Internet était assez balbutiement. C'était NBA sur le Minitel pour avoir les résultats de la NBA chaque jour et ce genre de choses. Ouais. Et Canal diffusait notamment de la NFL en différé le mercredi. Et je suis tombé sur un match des Lions, je ne sais plus si c'est la première ou une des toutes premières fois en tout cas que j'ai regardé, un match des Lions où déjà je me suis dit, tiens, ils ont les mêmes couleurs que l'OM. Et en tant que fan de l'OM, étant gamin, bon, ça collait déjà pas mal. Et ce jour-là, un certain Barry Sanders avait fait un festival. Et je me suis dit, waouh, mais c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort d'où? C'est un monstre, on a l'impression qu'il joue face à des gamins, qui fait ce qu'il veut comme il veut. Donc je suis tombé à la fois amoureux du joueur et donc indirectement de la franchise qui partageait aussi les couleurs de mon club de foot préféré. Et comme en général, une fois que j'ai choisi une franchise, une équipe, ça bouge plus, et bah c'est resté depuis, même si les résultats n'ont jamais été à la hauteur. On ne va pas lâcher le bateau quand il coule. Donc on reste à bord en espérant qu'un jour ce soit un beau voilier 3 mâts qui puisse naviguer jusqu'au Super Bowl, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Ouais, ça va être un peu tôt, mais bon, déjà, il y a de quoi s'enthousiasmer par rapport à l'année dernière. Juste une petite digression, Benjamin, si tu me permets. Le fan de l'OM, il est content du match d'hier soir? Ah, il est très très content. Enfin, plus que content, il est soulagé, vraiment. Parce que déjà, on rappelle quand même que je travaille dans une boîte qui est propriété qatari, dans un bâtiment où les étages en dessous de nous sont les étages de tout ce qui est l'administratif, etc. du PSG. Donc, il faut bien imaginer que le chambrage, déjà de manière générale, parce qu'en plus dans la rédac, il y a beaucoup de fans du PSG, il est important. Et quand ça concerne la Ligue des Champions, ça fait quelques années quand même qu'on en prend des sévères. Donc, j'avoue, plus même que le contentement, on est vraiment sur du soulagement de se dire, bon, allez, cette année au moins, la première victoire, elle est faite. Peu importe la manière, peu importe les circonstances. Adan, si tu nous entends, tu viens à la maison quand tu veux, il n'y a pas de problème. On prend la victoire, ensuite advienne que pourra, mais au moins, voilà, on arrête de parler de ces séries de défaites, de ci, de là. C'est fait. Donc tu t'es pas fait charrier ce matin, au boulot, quoi? Ah non, ils auraient pu essayer, mais ça n'aurait pas marché pour le coup. D'autant plus que Paris n'a pas encore joué. On ne sait jamais. Des fois qu'il y a un petit exploit de Benfica ce soir. Ouais, bah, écoute, on sait jamais, hein, les équipes sont au même nombre de points, donc puis en plus, ça vous relance, hein, Ligue des champions. Ah, complètement. Mmh mh. Complètement, là, pour le Donc coup, l'espoir demeure. Après, on sait que ça va être compliqué quand même, mais l'espoir demeure et je pense que ça va faire du bien aussi dans les têtes de pas mal de joueurs. On sait, quel que soit le sport, l'importance du côté psychologique, du côté mental. Et si ils étaient très conquérants en championnat, en Ligue des Champions, c'était compliqué. Donc peut-être que ça sera aussi un déclic pour certains. Et si c'est le cas, tant mieux. mmh mh. OK. Bon, bah, là, on va changer de ballon. On va en prendre un peu plus, ovale. Donc on va passer directement au match. Donc toi, tu commentais, hein, je crois en direct, le Red Zone, hein? Donc tu as pas pu Alors, vraiment moi, voir le je match, commentais la deuxième partie, donc j'ai pu suivre la première via le Red Zone, puisqu'en général, ce que je fais, c'est que pendant la première partie que Tony Masson commente, moi, je finis de préparer mes matchs de la deuxième partie. Là, en l'occurrence, il y en avait 3 ce dimanche.
Et en même temps, j'ai la télé à côté avec le Red Zone, donc je ne peux pas suivre un match en particulier parce que j'ai déjà trop de choses à faire, mais je suis quand même le Red Zone parce que déjà, s'il se passe quelque chose d'important, il faut qu'on soit capable d'en parler dans la deuxième partie avec Laurent derrière, parce qu'on revient aussi, comme on a souvent un peu plus de temps, sur des choses qui sont passées dans la première partie. Le Red Zone nous propose aussi des fois des images de la première partie, et d'autant plus quand je sais que Détroit joue sur la tranche 19h, 22h, 22h30, je garde toujours un œil un peu plus attentif. Donc j'ai vu les scores, j'ai pas vu, voilà, c'est un peu la promesse du Red Zone, j'ai vu les scores, j'ai vu les ballons perdus, j'ai pas vu tout le match, mais je me suis fait tout à l'heure une petite séance de rattrapage avec les matchs condensés qui sont proposés sur le Game Pass Oui, pour voir si je notais aussi quelques petits trucs en plus. Donc en direct, j'ai vu les scores et ce matin, j'ai pu faire un rattrapage condensé. d'accord. Donc on va passer donc au match. Donc score final 48-45. Donc déjà un score, comme tu disais tout à l'heure, de Pro Bowl. Et c'est ce qu'ils Vraiment. appellent un scorigami d'ailleurs. C'était le premier 48-45 de l'histoire de la NFL. C'était le 1000 et quelquième match avec un score différent de l'histoire. Il n'y avait jamais eu de 48-45 Ouais, c'est scorigami. ça, c'est le score, c'est un score historique, quoi. Plus de milliards concédés. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je t'avoue qu'en tant que fan des Seahawks, j'ai été vachement surpris par la prestation de Geno Smith. Il nous a J'ai fait un trouvé qu'il a match, fait il a fait un très bon match. ah ouais, mais il nous a fait Euh, un match à la Russell Wilson de l'année dernière. Votre O-line qui est censée être faible, je ne l'ai pas trouvé si mauvaise que ça, notamment les deux tackles qui, sur pas mal d'actions, ont su créer une vraie bulle et une vraie poche autour de lui en lui permettant de relâcher son ballon assez rapidement, mais en tout cas d'avoir le temps de faire ses lectures et pas d'en faire qu'une seule. Votre O-line a créé aussi beaucoup d'espace pour la course, que ce soit avec Penny, avec Walker ou même avec Geno Smith, qui plusieurs fois s'est permis de porter le ballon avec des Mm. boulevards devant lui, mais je me suis dit, mais la D-line, elle est où? Comment? Pourquoi? Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que ça s'est répété dans le temps et qu'on n'a pas eu à un seul moment un spy sur lui, alors qu'on sait que, même si c'est pas forcément aujourd'hui là où on l'attend et sa qualité première en quoi, il a quand même été étiqueté quand il arrive en NFL comme un QB dual threat qui est capable de passer, mais aussi de courir. Et là, pour le coup, il l'a fait parfaitement au bon moment. Il a su prendre ses options, notamment sur tout ce qui était RPO, etc., au bon moment, aller chercher des first downs qui étaient importants, distribuer correctement, trouver Metcalf qui a mis du temps à rentrer dans sa saison, mais qui commence à être pas mal, et je sais de quoi je parle parce que je l'ai en fantasy depuis des années, donc le petit Dickey, je le suis de près. Non, non, vraiment, il y a beaucoup de choses à tirer de tout ça. Alors après, il va falloir relativiser pour vous par rapport Bien sûr. à la qualité, la médiocrité de la défense qui a été en face, et je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Mais dans tous les cas, une victoire, c'est toujours bon à prendre. C'est clair. Vous avez déjà gagné le premier match contre les Broncos qui n'était pas forcément attendu. Je faisais partie des premiers qui vous annonçaient, sans vouloir vous faire injure, comme un peu des potentiels paillassons de la Ligue cette saison, et Bah, c'est tout à on voit que fait, c'est c'est pas le marrant que tu cas. le dises, parce qu'on se connaît pas et c'est tout à fait le terme que j'employais, en fait. Voilà, C'est marrant. donc pour le coup, vous êtes à 2-2 après 4 semaines. Vous avez Ah ouais, aussi plein de c'est trucs à irréel. travailler et vous réentamez une reconstruction parce que ça fait quelques années que ça marchait moins bien, parce que vous avez lâché Russell Wilson. Bref, c'est une nouvelle ère qui débute. Mais il y a des arguments sur lesquels s'appuyer, sur lesquels il faudra travailler, c'est sûr. Bah, surtout que si, comme tu le disais, Geno Smith, monte en puissance. Parce que moi, justement, par rapport, à la semaine dernière, moi, je lui avais reproché, sur sa dernière action, contre les Falcons de pas courir, tu vois? Et là, je trouve que justement, évidemment qu'il a pas écouté ce que j'ai dit, mais c'est un mec consciencieux qui a peut-être dû regarder, tu sais, avec Shane Waldron, qui doit le briefer. Donc moi, ça me fait plaisir, c'est vrai que moi aussi, j'étais pas du tout, très positif sur lui. Enfin moi je pensais être lucide, tu vois? On est beaucoup à penser et à avoir pensé dans les dernières saisons, qui joue ou qui ne joue pas d'ailleurs, que sa carrière, a priori, elle était plus ou moins terminée ou que ce serait ad vitam aeternam un backup parce qu'il avait été très hypé en début de carrière et qu'ensuite, il n'a jamais vraiment été à la hauteur de ces attentes-là. Maintenant, est-ce que ce genre de match et ce genre de prestation de début de saison, ça va tout de suite faire dire euh, peut-être que Geno Smith ne sera pas qu'un petit pansement pour un an ou deux et peut-être qu'il pourra rester 3, 4 saisons, le temps de vraiment prendre le temps de construire sur des postes clés avant d'aller rechercher un jeune quarterback qui pourrait être le nouveau Russell Wilson. S'il continue comme ça pendant encore pas mal de matchs et que la saison se passe mieux que ce qui était espéré, c'est-à-dire que vous terminez à plus de 3 ou 4 victoires, vous en avez déjà fait la moitié par rapport à ce qui était annoncé sur les prédictions, vous avez la possibilité de vous dire peut-être qu'on va driver et continuer encore un petit peu avec lui, mais comme du côté des Lions, euh, finalement, Jared Goff cette année, l'an passé, il m'a beaucoup énervé. J'ai jamais été un grand fan de Jared Goff, mais cette Moi saison, non plus.
Il y a quelques trucs à lui reprocher, notamment sur ce match-là, typiquement le pick six sur le premier jeu du troisième quart-temps qui, pour moi, nous tue quasiment le match alors qu'on avait un petit peu repris le momentum et qui change potentiellement ce qui se passe ensuite. Donc c'est une énorme erreur, mais à côté de ça, avec des seconds, voire des troisièmes couteaux sur des postes comme le running back, le receveur, même s'il a beaucoup donné à manger à son talent numéro 1 qui était là, Hawkinson, il a aussi fait quand même pas mal de choses. Et depuis le début de la saison, Jared Goff, si je dis pas de conneries, c'est le QB qui a lancé le plus de passes pour touchdown. Donc je suis le premier aussi à dire, et j'en avais parlé dans un podcast aussi avant la saison, oui, l'an prochain, a priori, la QV des quarterbacks, elle a l'air bien meilleure et potentiellement avec un bon pic, on peut peut-être récupérer le QB franchise de l'avenir, mais encore une fois, tout ça reste hypothétique et c'est pas parce qu'on va prendre un mec en 2 ou en 3 qui va forcément être un tueur, ça peut aussi être un bust. Mais si Jared Goff à Détroit cette année, Geno Smith à Seattle cette année ou d'autres font une bonne saison, ça laisse la marge de manœuvre pour se dire, bah, si on n'est pas tombé amoureux d'un gars, que notre scouting n'a pas trouvé un gars qui correspond à la fois au coaching staff qu'on a et à ce qu'on veut faire pour la suite, eh ben on va attendre encore un an, on va attendre encore 2 ans, parce que celui qu'on a, ce sera peut-être pas le meilleur, ça sera peut-être pas, j'en sais rien, ça sera peut-être pas Josh Allen, ça sera peut-être pas Patrick Mahomes, ça sera peut-être pas, mais ce mec-là fait quand même l'affaire. Je veux dire, il y a des franchises tous les ans qui vont en playoff avec des QB qui sont moyens, corrects, et ça choque personne. Donc potentiellement, ça peut être aussi une bonne nouvelle et ça peut permettre d'entreprendre une reconstruction pour vous qui est peut-être moins précipitée et où, avec vos pics premier, deuxième tour, vous allez plus chercher des joueurs importants à des postes où vous avez perdu. Donc c'est tout bénef. Ouais, non, mais moi je pense que par rapport à ce que tu parles de la draft de l'année prochaine, je pense que les Seahawks, ils sont plus sur, ouais, comme tu dis, remplacer Russell, même si là, du coup, bon, bonne pioche. Ils sont sur CJ Stroud et sur Bryce Young. Apparemment, ça serait les deux. Bon, ça fait partie des noms, mais il y en a beaucoup plus que cette année. C'est un peu comme l'année dernière. Il y a pas mal de noms qui sont potentiellement annoncés au first round. On verra ce que ça donnera au mois d'avril, parce que d'ici là, il y a toute une saison universitaire à jouer. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des méformes, il peut y avoir des mecs qui sortent de nulle part et vice-versa, des mecs attendus qui coulent. Et encore une fois, comme je dis, une saison de NFL, c'est aussi long. Et je reste persuadé que si Goff ou Smith font des saisons sur la lancée de leurs 4 premières semaines, euh, ou alors, ce serait aller drafter forcément un QB au premier tour, mais peut-être pour lui laisser le temps d'apprendre derrière un de ces deux-là. Mais il n'y aura pas forcément d'urgence à les remplacer tout de suite s'ils font vraiment une bonne saison. Mais et concernant les Lions, justement, tu penses que justement ils vont choper les premiers tours? Non, tu les vois haut quand même cette année. Honnêtement, je ne sais pas. Encore une fois, c'est quelque chose que j'avais dit. Pour moi, la saison du côté de Détroit, elle était forcément gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si ça se passe mal comme l'an dernier, euh, a priori, il y aura quand même au moins autant, voire un peu plus de victoires que la saison passée. Donc, dans tous les cas, le coaching staff, en tout cas Dan Campbell, je ne pense pas qu'il soit en danger et il va pouvoir avoir le temps de continuer à construire. Et malgré tout, même si c'est encore compliqué et qu'il y a plein de choses à régler, on voit qu'il y a de la progression. On a pu le voir en inside aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les attitudes et les discours sur la manière de redresser la franchise dans le Hard Knocks. Alors évidemment, tout est embelli, mais malgré tout, ça m'a plu. Si c'est une saison qui est encore une fois très moyenne, voire un peu cata, mais avec quelques victoires, bah, il y aura un bon pic l'an prochain. Donc si vraiment ils sont amoureux d'un jeune QB, par exemple, qui devrait devenir, entre guillemets, le nouveau Stafford, ils pourront le prendre. Et en même temps, si c'est pas le cas et qu'ils font une saison correcte, voire limite bien, qui les amène aux portes des playoffs ou quoi, dans tous les cas, il y a quand même ces deux choix du premier tour l'année prochaine, puisqu'on aura aussi le choix des Rams, qui sera peut-être même, si LA continue à avoir des difficultés, un peu plus haut placé que ce que était l'année dernière, forcément, vu qu'ils ont gagné le Super Bowl. Donc il n'y a pas grand-chose à perdre sur cette saison. On pourra potentiellement aller chercher un QB au premier tour l'année prochaine et avoir un autre joueur. On pourra aussi prendre une autre direction et attendre encore un an ou deux si Goff fait une bonne saison. Je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là, même si il y a plein de chantiers en cours et notamment en défense, parce que je pense vraiment que là sur l'attaque, si tous les titulaires étaient là et une fois qu'on va récupérer Jamison Williams, quand même, il ne faut pas l'oublier, qu'il peut devenir un nouveau top receveur s'il récupère ses qualités physiques et ses qualités de vitesse. Je pense que ouais, il va falloir nous arrêter parce que notre O-line, il n'y a pas grand monde qui en parle. Mais si tout le monde est là, je dirais qu'elle est top 8 NFL, voire top 5 NFL au niveau des O-line parce qu'elle est vraiment, vraiment solide. Et notamment Pelay Sewell, sur lequel l'an dernier j'avais quelques doutes en début de saison et qui m'a fait fermer ma bouche bien, bien comme il faut parce que pouah, il est très, très, très costaud.
Et au niveau des skill players, TJ Hawkinson, on a vu ce qu'il était capable de faire lorsqu'il était abreuvé. Alors, c'est pas un tight end peut-être top 5 NFL, mais je pense que c'est top 10. DeAndre Swift, sur le début de saison, quand il n'était pas gêné par les blessures sur les 2 premiers matchs, c'était sacrément costaud aussi. Et a priori, Joe Staley avait l'air de croire dur comme fer en lui. Et je pense qu'effectivement, il a des vraies qualités et ça peut devenir un top running back. Au niveau des receveurs, Amon-Ra St. Brown, il n'y a pas besoin de le représenter. Ce qu'il a fait l'an passé, c'était juste énorme et il avait l'air de partir dans la même direction. On rajoute Jameson Williams, on rajoute DJ Chark, qui est un très bon complément et qui, pour ce qu'il a signé au prix où il a signé, c'était un très bon recrutement. Voilà, des arguments offensivement, il y en a pas mal. Donc, je suis plus inquiet pour la défense où, certes, on a commencé à se renforcer un petit peu. Il faut laisser du temps à Aiden Hutchinson. Malcolm Rodriguez peut être une très bonne trouvaille. Il y a quelques bons joueurs aussi, mais c'est vraiment là où il va falloir travailler, je pense. Est-ce que c'est uniquement à cause des joueurs? Je pense quand même qu'une grosse partie du travail vient des joueurs en eux-mêmes, même si le talent n'est pas là pour tout le monde. Après, le coaching staff a aussi un petit peu de boulot à faire, et sans vouloir dire qu'il faut tout de suite virer Aaron Glenn, quand je vois ce qui s'est passé en fin de match à Minnesota, quand je vois ce qui s'est passé là, tout le match face aux Seahawks, où je vois notamment des erreurs qui se répètent continuellement dans un match, se trouver sur un jeu, ne pas avoir la bonne lecture, le bon appel, certes, que ça se produise 3, 4, 5 fois sur des situations clés dans un match, ça me dérange un petit peu plus. Donc voilà, comme j'ai dit, il me semble avoir lu que Dan Campbell avait annoncé qu'il allait avoir des changements défensivement. Je pense pas que ça veut dire tout de suite que des mecs vont sauter, mais ça veut dire qu'il va y avoir simplement des changements d'assignation. Ce sera peut-être plus les mêmes personnes qui vont avoir le même pouvoir décisionnel. On va attendre quelques matchs pour voir, mais si ça continue comme ça et qu'on continue de prendre 4-5 touchdowns par match, 350-400 yards minimum par match et une trentaine de points par match ou plus, bah peut-être que malheureusement il faudra que Glenn en fasse les frais. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'est problématique. Vous avez pris 6 touchdowns contre les Seahawks qui vraiment. Enfin, Rashad Penny, il y a une personne ici de l'émission qui aime pas trop. Là, il s'est baladé, hein. Il a mis 2 touchdowns. On C'est aurait dit le aussi des rachat de erreurs Peña de la fin de que saison tu dernière, parles en en fait. plus. On aurait dit le rachat de Peña de la fin de Ouais. saison dernière qui était inarrêtable parce que je pense que c'est un gars qui quand même est talentueux mais qui a énormément besoin de confiance au-delà d'avoir une bonne O-line puisque ça vaut pour Souvent tous les blessé running aussi. backs, mais qui est souvent blessé. Mais ça, les running backs blessés, je crois que vous savez ce que c'est. Ça fait un petit moment d'années que vous êtes Avec, un petit nombre d'années que vous êtes avec abonné. Vous en avez Peterson. eu un paquet. Voilà, depuis Marshall Lynch, je ne sais pas si vous avez eu un running back capable de tenir toute une saison et d'assurer une vingtaine de portées par match sans se blesser une semaine sur deux. Mais oui, j'ai vu des choses à Minnesota qui se sont en plus répétées contre Seattle et répétées dans le même match. Et encore une fois, sans vouloir vous faire injure, que vous n'ayez pas à vous dégager sur un match comme ça et que toutes vos possessions se terminent soit par une tentative de field goal, soit par un touchdown ou un ballon perdu sur un punt, c'est juste pas possible en fait. Donc il y a vraiment des choses qui doivent changer à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, pardon, le match était un peu gaguesque, quoi, en plus. On vous Ah remet dans le bah, jeu alors qu'on défend plutôt bien. en première mi-temps, c'est vous qui nous tenez dans le match, Mm, mm. clairement. En deuxième mi-temps, c'est le pick six De Woolen. de Jared Goff, lancé par Jared Goff de Woolen, plus l'absence absolue de stop défensif et toutes ces troisièmes tentatives qui sont converties, donc la défense kata, qui nous mettent dedans, alors que plusieurs fois on revient sur les talons et vraiment, tu te dis, le momentum, il tourne, on est à la maison, ça va être un miracle, mais on va réussir à s'en sortir parce qu'enfin la défense va step up et pour le coup, le pass rush, il n'a pas du tout été pas du tout assez performant. Ils ont croqué sur un nombre de play action incroyable. Il y avait des boulevards qui étaient ouverts sur des jeux, mais qui sont. Mais voilà, moi, les troisièmes tentatives en deuxième mi-temps, quand j'ai regardé le condensé tout à l'heure, ça m'a fait vriller. J'étais là, mais comment c'est possible? À quel moment vous pouvez répéter ça une fois, deux fois, trois fois et accorder ça? Le touchdown de Penny, comme tu disais, sur la troisième et 16 dans le troisième quart-temps. Mais c'est même pas un coup de pouce, c'est cadeau. Troisième et 16, jamais de la vie. Et pourtant, c'est limite, en plus, c'est untouch, quoi. Vas-y droit devant, mon Ouais, ouais. copain. Un boulevard, tu peux y aller, fais-toi plaisir, quoi. Et pareil pour sceller le match en fin de rencontre, quand ils amènent en troisième tentative, on se dit, bon, allez, sur un miracle, ça peut marcher, ils peuvent aller chercher quelque chose, rien du tout. Et puis il y a tu oublies aussi de parler de l'onside kick aussi, qui est foiré par les Seahawks, qui est recouvert de Après justesse par DJ Dallas, je quoi. peux pas le reprocher à nos joueurs dans le sens où un outside kick, tu balances la pièce. Il était plutôt bien frappé. La Non mais preuve, le mec de Seattle le touche.
et on n'arrive pas à le recouvrir. Mais je trouve ça Non, 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 difficile. non, c'est pas par rapport aux Lions que je disais ça. Je disais parce que tu disais tout à l'heure, on aurait pu le gagner par miracle. Le Ah miracle, oui, il ça aurait était pu là, être tu ça vois? aussi, mais Si les dans tous les Seahawks, cas, un onside kick, pour moi, c'est oui, tellement oui, du oui, bah oui, c'est 50-50 s'il est bien difficile. frappé que tu peux pas reprocher aux Seahawks d'avoir un petit peu chié dans la colle pour recouvrir le ballon, d'autant plus qu'il était frappé trop court. Donc je pense que le mec des Seahawks, je sais pas qui c'était qui était, C'est Nick Bellor, c'est. il est un peu surpris par le fait que le ballon soit là et avec un petit rebond qui part un petit peu sur le côté, qu'elle vienne jusqu'à lui parce que s'il la touche pas, globalement, le ballon il n'est pas encore vivant. Donc, j'ai pas de reproche à faire ni d'un côté ni de l'autre là-dessus. On sait à quel point c'est vraiment un hasard. Donc, c'est moins dérangeant pour moi. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si le match, tu vois, genre l'onside kick est recouvert par les Lions, vous On pouvez le gagne. gagner par miracle. C'est Ah ça, non, c'est ça que je voulais dire. par contre, Et s'il est les Seahawks recouvert, on perdent un gagne, c'est match sûr. qu'ils avaient en main, quoi, de Complètement. bout en bout, quasiment, quoi. Complètement, on n'a jamais été devant. De toute façon, vous avez fait la course en tête du début à la fin. Au mieux, on est revenu à 3 points. À 38-41 dans le quatrième quart. Mais oui, ça aurait été un miracle. Mais pour le coup, ouais, si on doit imaginer, et encore une fois avec Desi, je pense que si on recouvre l'onside kick, on gagne le match. Ouais, moi je pense aussi. Parce que justement, la défense est tellement catastrophique côté Seahawks que. Pour ça, ils parlent toujours de choper un quarterback, tu sais, à la draft, mais il ferait mieux de regarder en défense aussi, parce que ils ont perdu Bobby Wagner, ils ont perdu Carlos Dunlap, Bah, sans surtout que remplacer. ce qui est choquant, entre guillemets, c'est que c'est un peu la marque de fabrique, l'histoire de votre franchise. C'est le point fort historiquement, c'est la Legion défense. of Et Boom. voilà, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour se rappeler de cette Legion of Boom qui a fait boom au fur et à mesure des années avec tout le monde qui est parti un peu à gauche, à droite. Et c'était un peu l'ADN aussi, même si votre attaque, il y a eu des saisons où elle a été extrêmement dynamique, et notamment sur ces années-là aussi, dans le siège de Russell Wilson, quand ça va 2 fois au Super Bowl, que ça en gagnant, tout ça. Et la Mais oui, cassure, elle se fait là. La cassure, c'est sûr. l'ADN des Seahawks, c'est la défense sur les 20 dernières années au moins, voire même sur l'histoire de la franchise. Donc c'est sûr que de toute façon, à un moment donné, il va falloir repasser par là. Hmm, c'est clair. Parce que là, ils nous revendent Legion of Boom 2.0 avec, tu sais, Cody Barton. C'est pas. Il y a un petit peu de boulot encore. Ça me paraît trop Mais léger. dans ce cas-là, je vais jeter un pavé dans C'est la mare. combatif, hein, mais bon. Je vais jeter un pavé dans la mare. Est-ce que votre reconstruction totale et complète et le retour des Seahawks au sommet ne passera pas aussi par la fin de l'ère Pete Carroll et un nouveau head coach? Ouais. Je pose la question. Ah ouais, non, non, mais c'est pas du tout un pavé dans la mare, c'est un peu c'est un peu ce qu'on dit dans l'émission depuis le départ. C'est vrai que, bon, bah, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais je sais qu'il y a une cassure depuis, tu sais, le Super Bowl 49. Ils se sont battus. Enfin, Mhm. j'ai surtout lu ce que disait Cam Chancellor, tu sais. Ils ont privilégié Russell Wilson à eux et que c'est depuis ce temps-là, hein, quand tu regardes bien qu'il y a une défense un peu. Ah bah de toute façon, Je suis gentil, quoi. il s'est passé des choses à ce moment-là, mais ce qui est fou, c'est qu'il s'est passé aussi d'autres choses plus tard, et on l'a lu cet été avec le départ de Russell Wilson sur quelques caprices qu'il aurait pu faire, quelques trucs qui auraient pu un peu foutre le bordel dans le vestiaire. Enfin, je pense que globalement, il y a des problèmes de vestiaire à Seattle depuis cette période-là, c'est une certitude. Ouais, c'est certain. Tout à l'heure, tu parlais d'Arnox. Est-ce que c'est toi qui faisais les commentaires ou en français? La voix française, ouais, tout à fait. T'as dû kiffer, non? Ah bah c'est sûr qu'il y avait un petit truc en plus, je le fais depuis qu'on l'a sur Bein, donc ça doit faire, je sais pas, au moins 6 ans, 7 ans maintenant. Mais là, oui, il y avait un petit truc en plus que de poser sa voix sur un Nox qui était dédié aux Lions, ça c'est sûr. Je pensais à. Tout à l'heure, on parlait de la défense des Lions. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Jeff Okuda? Ah, mon bon Jeff, Jeff Okuda, je sais pas, je sais plus quoi en penser. J'ai été dépité quand on l'a drafté parce que c'était un reach absolu d'aller le chercher avec un troisième pick. Il m'a déprimé par ce qu'il montrait sur le terrain et par ses blessures depuis qu'il était arrivé. Et même si là, il avait fait un camp catastrophique, sur les 3 premiers matchs de la saison, il avait été plutôt bon, voire très bon, et il avait même quasiment éteint quelques top receveurs de la ligue. Donc, on se dit finalement, peut-être qu'il avait ça en lui, qu'il avait le talent, la mentalité, les trucs, c'est juste que tout s'était mal goupillé et que ça y est, on a trouvé le Jeff Okuda.
qu'on espérait, en tout cas qu'on devrait avoir quand on va chercher un corner avec le troisième pick. Et malheureusement, bah, il a ouvert sa bouche. Et je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal avec les mecs qui ouvrent leur bouche quand ils ont encore rien prouvé ou pas prouvé grand-chose, parce que certes, il a fait 3 très bons premiers matchs, mais jusque-là, dans sa carrière NFL, il n'y avait pas grand-chose d'autre à signaler. Il a ouvert sa bouche et il s'est pris un bon retour de bâton de la part de DK Metcalf, qui l'avait prévenu en plus avant le match, clairement. Il y a eu ce petit échange dans les médias et tout par déclaration interposée. Et donc, monsieur Okuda, il va falloir repartir à vos chères études, il va falloir prouver que cette 4e semaine, c'était ça l'anomalie et que les 3 premières, c'était ça la norme pour vous et la réalité. Et je l'attends clairement au tournant dès la semaine prochaine, dès ce dimanche, parce Vous jouez que, contre eux? je sais même plus contre qui on joue. Je vais trouver ça. J'ai plus le planning en tête, c'est à l'extérieur, ça c'est On va sûr. regarder. Vérification. Où est-ce qu'on joue dimanche? Vous jouez contre les Patriots. C'est ça, à New England. Donc pour le coup, en plus, il n'aura pas un QB1 et peut-être même pas un QB2 face à lui. Parce que si Hoyer ne peut pas jouer, ça sera Bailey Zappi. Donc là, pour le coup, il a toutes les chances de se rattraper. Mais Il a il fait a un bon match, vraiment. hein, Zappi contre les Packers, je trouve. Il a fait un match correct, il a fait ce qu'on lui demandait. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai fait dans la deuxième partie du Red Zone. Il n'y avait rien de flashy, mais en même temps, quand on propulse comme ça un rookie sur le devant de la scène alors qu'il n'est jamais censé jouer, en plus au Lambeau Field, il y avait plein de choses qui font qu'il a fait un match tout à fait honnête et tout à fait correct. Mais oui, non, Okuda, là, maintenant, qui ferme sa bouche, qui travaille, qui prouve sur le terrain. Et s'il fait toute une saison comme il a fait les 3 premières semaines, alors on oubliera cette semaine 4 face aux Seahawks et Eddie Metcalf. Mais si c'est pas le cas, on aura bien en tête que c'était un troisième pick, premier tour, qu'il a passé pour l'instant plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain et que pour l'ouvrir, il faut d'abord prouver. T'es pas fan de Jalen Ramsey, quoi. Bah, c'est différent parce que Jalen Ramsey, sur le terrain, il a prouvé plus d'une fois. Voilà. Il y a des moments où je trouve qu'effectivement, il ferait mieux de fermer sa bouche parce qu'il y a quelques matchs où il se fait un peu brûler, exposer et il Bah là, continue contre les d'ouvrir. Chiefs. Et tu te dis, gars, à quoi tu joues? Parce que là, tu es juste en train de te faire détruire et tu continues à faire le barbeau. Et bon, après, il y a des mecs qui ont besoin de ça aussi dans leur manière de jouer. Ils ont besoin de se mettre dans ces états-là, un peu limite en transe, Mm. pour exprimer leur potentiel. Mais un mec comme Jalen Ramsey a prouvé tellement de choses sur un terrain. Maintenant, en plus, il a une bague au doigt. Il est comme ça, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, Jeff Okuda, il n'a pas fait le centième de ce qu'a fait Jalen Ramsey. Donc, je suis pas de manière générale forcément un grand fan des grosses bouches. Je préfère les mecs un peu Il plus prouve, humbles quoi. et qui montrent sur le terrain et qui sont un peu plus le lay low dans la vie de tous les jours ou quand il faut parler. Mais après, un mec comme Ramsey, je vais pas lui reprocher grand-chose. Ok. Et donc, par rapport on parlait tout à l'heure donc de la saison à venir des Lions. Toi, tu les vois clairement, hein, je vais y aller directement. Tu les vois en playoff, toi, franchement? Après la vague, après la hype Hard Knocks, Avant la saison, le bon j'aurais dit non. contenu jusqu'ici, mis à part le match de dimanche. Avant la saison, j'aurais dit non, mais borderline. Genre, on n'en est pas loin. Après Ok. les 2 premières semaines, prestation contre les Eagles, victoire contre Washington, même s'il y avait plein de choses à revoir, j'aurais dit oui. Là, maintenant, je dis clairement non. Je dis clairement non parce que le chantier en défense, il est trop important. Ou alors, il va falloir qu'il me prouve le contraire dans les semaines qui viennent. Mais pour moi, le chantier en défense, il est trop important. Et on va reprendre l'adage que tout le monde utilise tout le temps. L'attaque gagne des matchs, la défense gagne des championnats. On pourra peut-être gagner des matchs grâce à notre attaque s'il y a quelques matchs où la défense step up. Mais si elle est de manière générale au niveau sur qu'elle nous a montré sur les 3, 4 premières semaines, il n'y aura pas assez de matchs de gagner pour pouvoir viser les playoffs. Déjà parce que je pense que les Vikes et les Packers sont plus complets de manière générale et donc gagneront plus de matchs. Et ensuite, il y a trop de franchises dans la NFC pour aller chercher une des wildcards, je pense, sur cette saison. Ça sera potentiellement pas si loin que ça si les choses Ouais. s'améliorent, mais ça suffira pas, je pense pas. Et est-ce que ce serait une bonne chose? Je sais même pas. Parce que si c'est pour encore jouer un match de playoff et encore perdre directement, autant le jour où tu arrives en playoff avoir une vraie chance de gagner ton match, quoi. Bah, de toute façon, les matchs, on va les voir ensemble, hein, parce que là, donc il y a le match contre les Pats. Après, vous êtes en bye week.
Et après, vous jouez les Cowboys. Mm. Victoire, défaite. On verra ce que feront les Cowboys à ce moment-là, mais pour moi, Dallas a quand même une très très bonne défense sur ce début de saison, peut-être un peu sous-estimé par rapport à ce qu'on peut lire ou entendre, mais je trouve qu'ils ont une excellente défense. Et on ne sait pas qui sera QB à ce moment-là, mais Cooper Rush fait un Cooper Rush, boulot ouais, ça tout va. à fait honorable. Dak Prescott, il faudra qu'on retrouve le Dak Prescott des grandes heures, mais on sait que ça, c'est capable d'être un très bon QB aussi. Ça fait pas partie d'un match où je me dis que sur la ligne de départ, c'est 50-50. Ce sera Dallas favori, clairement. Après, vous rencontrez les Dolphins. Donc les Dolphins là qui sont dans une situation un peu Compliqué à cause de problématique, l'extra ouais. sportif, mais ils ont renforcé la O-line, ils ont une bête d'équipe, ils ont des bêtes de skill players. Leur défense, elle est quand même pas mal. Je ne vois pas gagner contre Miami, Ouais. Même avec Bridgewater. même avec Bridgewater. Et bon, on va faire une petite digression. Toi, tu le vois revenir, toi, ou J'espère pour lui, vraiment, sincèrement, parce que même s'il a peut-être fait partie du truc en insistant pour revenir sur le terrain dimanche dernier, etc., enfin le dimanche précédent, mais j'espère de tout cœur pour lui qu'il reviendra sur un terrain, qu'il aura absolument aucune séquelle, que ce sera le Tua qu'on espérait, qu'on avait un petit peu vu sur les premiers matchs et qu'on pourrait voir potentiellement s'il n'y avait pas eu tout ça pour les 10-15 prochaines années. Je suis plus que outré et choqué par la manière dont les choses se sont passées, mais encore une fois, ça, la NFL s'est bien gardée d'assumer quelques responsabilités, que ce soit en tout de suite se dédouanant en virant l'expert indépendant, parce que c'était la manière la plus simple pour eux de dire nous, on n'y est absolument pour rien. hmm, Je pense qu'il y a des responsabilités partout. Il y a des responsabilités auprès du coaching staff et du staff médical des Dolphins. Il y a des responsabilités du joueur? auprès de l'indépendant qui est censé vérifier la commotion, auprès du joueur, auprès de la NFL. Parce que bah, pour la NFL, déjà, la règle était a priori pas assez claire, puisqu'ils ont rajouté le coût de l'instabilité moteur dans le règlement du protocole commotion comme étant un des arguments qui faisait que de toute façon, à partir du moment où il y avait une instabilité moteur, c'est-à-dire un mec qui chancelle un peu, qui voit 36 chandelles ou quoi, le match il est fini, il n'y a même pas de débat. Non, Donc, mais c'est à cause de son dos, ça. oui, c'est ça, c'est à cause de son dos là qui est sur le bout de Ouais, sa main ouais, gauche. ça crispe Euh, les doigts. Exactement, mais non, non, je pense vraiment qu'on est passé pas loin du tout d'une Ah ouais, catastrophe absolue. Je pense qu'on est passé pas d'accord. loin du tout d'un mort sur un terrain de NFL et ça aurait été d'une un scandale et de deux une catastrophe totale. Euh, euh, Tout a été très mal géré, même la communication a été très mal gérée. Donc tout ce que je souhaite, c'est que Tua puisse revenir, peut-être pas rapidement, même si lui voudra revenir rapidement pour vraiment être sûr qu'il n'y a plus de séquelles, qu'il n'y a plus de problème et tout, parce que, encore une fois, hein, on l'a dit, on l'a répété, mais c'est pas la commotion le problème, c'est la surcommotion. Et c'est là où il y a un risque létal et c'est là où on peut vraiment mettre son intégrité physique et sa vie en jeu. J'espère qu'il reviendra, j'espère qu'on le reverra, mais j'espère surtout que plus jamais on verra ça. Et Hmm. même si le nouveau règlement est censé ne passer en application que ce week-end, dès dimanche, on a vu plusieurs mecs qui sont sortis où il y avait des suspicions de commotion et tout de suite ils ont été placés out. Donc je pense que ça a bien refroidi tout le monde et que maintenant on jouera plus avec ça. Certes, c'est un spectacle, certes, il y a des millions, voire des milliards en jeu, mais il y a surtout des vies en jeu En jeu, d'abord. ouais. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal, même si pour en avoir beaucoup parlé avec Laurent Marceline, un de nos consultants qui était joueur, qui était running back, donc qui en plus voit bien le truc, en a pris des pètes et tout, et il dit mais non, mais on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, c'est comme ça, c'est le jeu et tout. Et quand j'entends le Sean McCoy qui répond à Emmanuel Acco en disant euh, no matter what, moi quand j'étais joueur, no matter what, j'y vais et j'y retourne parce que je dois assurer l'avenir de mes enfants, de ma famille, tout ça. J'ai juste envie de lui répondre, mon gars, tu dis no matter what, tu mets tes enfants en avant en disant c'est pour leur avenir, c'est pour tout ça, mais tu crois que tes enfants, ils préfèrent avoir beaucoup d'argent ou avoir un papa en vie? Juste, je pose la question. Quand j'entends un mec dire ça, je sais que c'est un peu toute leur vie, que c'est tout ça et que il y a une place en jeu, il y a des millions en jeu. Mais à un moment donné, c'est quoi le plus important? C'est le paycheck à la fin du mois ou c'est juste rester en vie et en plus de rester en vie, être capable d'avoir une vie après la carrière? Parce que le problème, il est là aussi, c'est que, comme le montre très bien le film Concussion, la NFL a couvert ça pendant très longtemps, etc. Mais c'est l'après-carrière qui est compliquée. Et le nombre de vies qui sont ruinées par ça, parce que les choses sont mal diagnostiquées, les choses s'enchaînent et tout, c'est une catastrophe. Donc, on apprend. C'est aussi parfois en passant par des situations catastrophiques qu'on apprend, mais il faut vraiment que quand il y a des situations comme ça qui se produisent, ça soit one and only et il n'y en ait plus jamais d'autres. Bien. C'est un sujet aussi qui est traité un peu en sous-texte dans le film L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone. Tu sais, Mhm. avec Lawrence Taylor. Tout à fait.
qui veut jouer, qui signe une décharge pour jouer, alors que s'il se prend un pet, il peut y passer, quoi. Du moins être paralysé et il signe quand même, quoi. Non, mais après, je comprends tout à fait le point de vue des joueurs et tout ça, hein. Mm, Mais pour moi, c'est là où justement le staff médical, le staff tout court, même si tu te prives d'un excellent joueur quand ça tombe sur un de tes meilleurs joueurs, doit dire non. En fait, c'est juste non. Voilà. Tu restes sur le bord du terrain et c'est terminé pour toi. Tu enlèves ton équipement et ta journée, elle est finie. Et on fera plus d'examens, et notamment des examens neurologiques dans les jours qui viennent, pour savoir aussi si tu pourras jouer le week-end prochain et encore le week-end d'après, et ainsi de suite. Pas juste des trucs qui, comme parfois on a l'impression, sont complètement bâclés. Et, salut, ça va, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Ok, t'habites à quelle adresse? Bon, c'est bon, t'as pas de commotion, tu peux y aller. mm. Ah ouais, bah écoute. Malheureusement, il y a toujours le côté argent qui rentre en ligne de compte. C'est ça le problème. C'est ça. Et sur d'autres sports, c'est moins grave parce qu'on parle pas des mêmes problèmes et des mêmes risques. Mais là, on est sur un sport de contact et ça vaut aussi pour la NHL, hein. Typiquement, par exemple, la NHL, La on a les NHL, ouais. mêmes types de contacts, les mêmes problèmes de commotion et ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. C'est clair. On va continuer un peu avec à passer en revue la saison des Lions, puisqu'on s'est arrêté aux Dolphins. On va continuer sur les Packers. Donc une équipe qui là est à 3-1, mais qui, bon, mis à part leur victoire contre les Bucks, qui sont un peu inquiétants quand même. Inquiétant, je sais pas. Est-ce qu'ils sont moins forts que l'an dernier? Oui, je le pense sincèrement. Je le pensais avant la saison et je le pense encore cette année. J'en ai parlé d'ailleurs dans le podcast que j'ai fait avec les Les têtes de cheeseheads fromage. français, voilà, les Avec têtes de Julien, fromage. qu'on embrasse s'il Exactement. regarde l'émission. Euh, Je pense quand même que les Packers restent favoris pour la division parce que je trouve qu'ils ont une très bonne défense. Et ils ont Aaron Rodgers, donc les mecs qui sont autour de lui vont quand même finir par briller. Lazare, c'est son homme de confiance, il n'y a pas de souci. Romeo Dobbs, Christian Watson, ça devrait quand même être pas mal et ça va progresser surtout parce que c'est encore très jeune, ça vient d'arriver. Ouais. S'ils n'ont pas trop de blessures sur leur O-line, ce qui a été un petit peu un des soucis ces dernières saisons, je pense quand même que les Packs ont une vraie longueur d'avance dans la division malgré la rouste qu'ils ont pris en première semaine à Minnesota. Ils prennent toujours des roustes en première semaine, les Packers. Derrière, ça se passe pas trop mal. Bon, en C'est playoff à ça. domicile moins, mais le Ouais, reste de la saison, c'est pas c'est mal. sûr, c'est sûr. Il y a Dobbs pendant ce match qui drop un ballon. Normalement, c'est touchdown, hein. Donc, Bah, comme Watson en c'est première si c'est semaine, juste. et ça aurait peut-être changé le match contre les Vikes et ils auraient peut-être pas pris une branlée comme ça. Donc, Après, vous jouez les Bears. Normalement, c'est une victoire, ça. pour moi, s'il y a une franchise de la division contre qui on doit, en tout cas sur ce qu'on voit pour l'instant, viser 2 victoires cette saison, c'est Chicago. Clairement. Après, les Giants, avec le retour en forme de Saquon Barkley. Mais là aussi, tu dois. À moins qu'il se blesse. Sur le Mais tableau bon, de marche, tu dois viser victoire. ouais. Après, alors là, par contre, les Bills. Oui, bah là, je pense que c'est. On peut faire next, hein, tout le monde sera d'accord pour dire que il n'y a pas photo, c'est pas le même monde. Mm. Après, les Jaguars. Bonne petite Que, équipe des ser- que Jaguars. seront les Jaguars à ce moment-là? Mm. Ils m'ont agréablement surpris depuis le début de saison. Vraiment. C'est vrai. Ils sont un peu retombés sur terre après avoir mené 14-0 à Philly ce week-end. Mais il y a beaucoup de potentiel. C'est une équipe qui est jeune, qui est bien coachée. On ne peut pas dire le contraire, hein. Doug Peterson, il y a les pour, il y a les contre, mais ça reste un bon coach. Euh, Il Tout est super bon avec dépendra les Eagles. où on en sera à ce moment-là, nous, dans notre saison, mentalement, où ils en seront eux, ce qu'on jouera, ce qu'ils joueront. Sur la ligne de départ en début de saison, j'aurais dit 50-50, mais clairement, ça peut évoluer d'un côté comme de l'autre d'ici là. Après, vous jouez les Vikings, adversaires de division. À la maison, il faut viser la victoire. Après, les Jets, Victoire, c'est simple. Les Panthers, victoire. les Bears encore, Bah, pareil, hein, victoire aussi. et les Packers pour finir. Voilà, donc il peut potentiellement y avoir quand même quelques victoires cette Ouais, saison. C'est ce que je disais, c'est la chance qu'on a par rapport à d'autres années, notamment l'année dernière. Je crois que l'année dernière, on avait ce qu'ils appellent le SOS, le Strength of Schedule. On avait un des calendriers les plus compliqués de la NFL. Ils font ça par rapport aux victoires des adversaires sur l'année précédente, etc. Et cette année, la NFC North a la chance d'avoir un des calendriers les plus faibles de la ligue. Les 4 équipes de la NFC North avant la saison en SOS étaient dans le bottom 10 de la NFL. Donc avaient un des calendriers les plus faciles de c'est la perdu ligue. là. Donc le calendrier, il est extrêmement facile sur le papier. Maintenant, un calendrier facile sur le papier, c'est bien. Des victoires dans les faits, c'est mieux.
il faut juste en profiter justement pour engranger de la confiance. Et si c'est pour ne pas jouer, par exemple, les playoffs, comme on disait, mais juste faire une saison déjà meilleure que l'an passé et correcte, on voit que sur la fin de saison, il y a beaucoup de matchs qui paraissent accessibles. Je dis bien paraissent, parce que d'ici à ce qu'on y soit, les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. Mais ça serait top de terminer sur une belle série. Imaginons qu'en plus les Packers en dernière semaine soient déjà qualifiés, j'en sais rien, bye week assuré, et comme l'an passé, fassent jouer les backups. Terminer sur une grosse série de victoires, un peu comme Miami l'avait fait l'an dernier, ça permet aussi de déjà bien préparer la saison d'après. Comme l'a dit Dan Campbell dans Hard Knocks, il faut s'habituer à la victoire. La victoire, c'est une habitude, c'est une mentalité, c'est un truc. Le matin, les mecs se lèvent, ils vont au stade. Je sais que ce soir, je vais gagner. Mais ça, Et ça se transforme en points. quand on termine là-dessus, je suis persuadé que ça se transcrit dans le training camp de l'année d'après, même s'il est 8 mois plus tard, et dans la saison qui suit aussi. Et justement, pour aller en playoff, il faut peut-être récupérer Amon-Ra St. Brown, DeAndre Swift et DJ Shark. Ils sont indisponibles longtemps? Euh, le problème, c'est qu'ils ont tous des blessures qui sont pas avec une timeline absolument définie. Ils sont tous questionable. Ça faisait déjà une semaine et demie qu'ils étaient questionable et je pense que plus les semaines vont passer et plus ils vont rester questionable, mais plus ils se rapprocheront de jouer. S'ils ne jouent pas dès ce week-end-là, on va voir. Pour l'instant, rien d'officiel n'a été annoncé, donc il n'y a rien de dramatique, mais c'est aussi le genre de blessures qui sont des trucs un peu emmerdants, notamment quand c'est des blessures musculaires et qui peuvent surtout revenir de manière régulière. Et ça a été le problème notamment de DeAndre Swift depuis qu'il est là, c'est que on a rarement eu un DeAndre Swift qui a fait toute une semaine d'entraînement normal avec une charge normale et qui arrivait à 100% de ses capacités pour le match le dimanche. Donc ça fera partie des trucs qui vont aussi très certainement décider de si la saison se termine avec 3-4 victoires ou si elle se termine avec 7-8 victoires. Ouais, à mon avis, vous allez être plus proche des 7-8 victoires, à mon avis. Moi, Puisque j'avais mis tu 8. viendrais, On verra. De toute façon, on se recontactera pour voir si on avait bien raison. avec grand plaisir. Bah écoute, Benjamin, je te remercie d'être venu dans notre émission Good Night Seattle. Merci à toi, merci à toute l'équipe de votre podcast et surtout que le Arnaud, meilleur pour les Sylvain. Seahawks. La division, elle est pas simple sur le papier, tout le monde nous annonçait quatrième, mais pour l'instant, tout le monde est à 2-2. Ouais, Donc, ouais. Ouais, ouais. Non, mais là, le prochain match, c'est contre les Saints. Les Saints, qui est une équipe un peu là, un peu. Je crois qu'il n'y avait pas Jimmy Winston. Michael Thomas, il a rechuté. Donc, puis si Geno Smith joue comme ça, on peut pronostiquer une victoire des Seahawks. vous êtes au Lumen Field? Non, je crois pas. Ouais, je mets quand même peut-être New Orleans légèrement favori alors, notamment par leur défense. Et certains playmakers comme Alvin Kamara, s'il est en capacité de jouer, ou Chris Olave qui fait quand même un sacré début de saison. Ouais, Chris Olave, ouais. Mais, Ouais. mais oui, vous avez un shot, c'est sûr. Après, il faudra très certainement mieux défendre parce que je Ah pense ouais, pas qu'eux vous laissent marquer 48 points. clair. Donc, il faudra de toute façon step up en défense. C'est clair. Et Alvin Kamara, pardon, Alvin Kamara, justement, il était suspendu, lui, normalement, il me semblait. Blessé, je crois. Blessé, il me semble qu'il était suspendu. Il S'il a avait, été. il s'était pas bagarré lors Si, d'une il y finale, avait je eu sais un plus. truc du côté de Las Vegas. Oui, Je sais pour plus ce que le, ça le avait Pro Bowl, donné. pendant le Pro Bowl. Ouais, je sais plus s'il y avait eu une suspension ou quoi, mais là, quand il a manqué un match, c'était pour cause de blessure. Ok, bon, bah, en tout cas, on verra ça. C'est dimanche 19h. Et puis vous, vous jouez à 19h aussi, je crois. Ouais, je pense que ça doit être 19h. De toute façon, en général, les équipes qui n'ont pas beaucoup de résultats, et en plus sur la côte Est, c'est très souvent 19h le dimanche. D'ailleurs, je crois qu'on est une des rares équipes, si ce n'est la seule cette année, à pas avoir un seul match programmé en prime time. Ah ouais. Si on accepte Thanksgiving, mais ça Hmm. rentre pas dans le cadre puisque c'est historique que les Lions jouent à Thanksgiving. Ok. Bon, bah, en tout cas, Benjamin, merci pour ta disponibilité et pour ta gentillesse. Allez, les Lions. Je, C'est beau, j'apprécie. je suis en empathie. Non, non, mais enfin voilà, comme on disait tout à l'heure avant de filmer, c'est vrai que nous, bah, on découvre, voilà, je pense qu'on va être à moins de 10 victoires cette saison. L'année dernière, bon, on a été à 10 victoires parce que Russell Wilson s'est blessé, donc du coup, je pense que ça a changé la donne. Mais là, du coup, bon, voilà, si on fait 5-6 victoires, Bienvenue dans mon monde. c'est ça. Ok. Bon, bah, Benjamin, merci encore une fois. Quant à nous, on se retrouve donc semaine prochaine. Et puis pour le débrief du match contre les Saints. Et puis surtout, n'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye.